Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous que nous suivez sur www.tchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence. Merci en tout cas pour la confiance que vous nous accordez. J'ai un invité de taille, il s'agit donc du professeur Freddy Matungulu Mbuyamou Ilankir, initiateur du parti Congo Nabiso. Eh bien, en séjour récemment à Kinshasa, on ne peut plus le cacher désormais, on peut en tout cas lui affubler également le terme d'homme politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, professeur, vous avez été à Kinshasa tout récemment. On vous a vu dans la dynamique de l'opposition, dont vous êtes de l'opposition, mais les gens savent de la politique congolaise comme étant un marigot à crocodile, parfois intrépide, parfois aussi insaisissable. Finalement, comment vous vous y êtes retrouvé? Quelle sensation vous avez après un séjour dans l'opposition congolaise? Oui, merci beaucoup d'abord Fabien pour cette occasion que vous me donnez une nouvelle fois de m'adresser à notre population. Je souhaitais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à toutes nos populations de la région du Nord Kivu, en particulier de Béni. Comme vous le savez, qui est victime aujourd'hui de massacres absolument inexplicables. Je viens de sortir une déclaration dans laquelle je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à ces massacres récurrents. Je crois qu'ils nous interpellent tous en tant que nation. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, effectivement, je rentre d'un séjour prolongé chez nous, en République démocratique du Congo, séjour pendant lequel j'ai investi énormément de temps dans le renforcement de la présence du parti à travers le territoire national. Il faudrait peut-être dire que nous avons fait des avancées importantes, en particulier dans la province de Bandundu. Et je suis content de pouvoir vous dire que nous allons bientôt ouvrir notre bureau dans la province du sud de Kivu, en particulier au niveau de Bukavu. Donc voilà un peu le travail que nous avons fait et en parallèle et parallèlement à cela, bien entendu, comme vous l'avez dit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues de la dynamique de l'opposition. L'objectif aujourd'hui étant de renforcer les pressions sous le gouvernement en mobilisant aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de nos partenaires de la communauté internationale pour obtenir que cette élection que tout le monde souhaite avoir puisse se tenir dans les délais constitutionnels. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les amis, les collègues de la dynamique de l'opposition pour leur marque de confiance et pour la collaboration dont j'ai bénéficié pendant ce séjour en terre congolaise nationale. Mais vous parlez collaboration et puis marque de confiance, mais en même temps, on a l'impression que la confiance n'y règne vraiment pas. On pourra peut-être rappeler la guéguerre entre Moïse Katumbi et Vital Kamerhe en ce qui concerne la candidature commune. Vous-même, vous avez donné votre intention de briguer la magistrature suprême. Finalement, comment vous positionnez-vous par rapport à la candidature de Moïse Katumbi qui a été, il faut le dire, déclarée, et aussi la réaction des autres? Et vous, on n'a pas entendu votre réaction par rapport à ça. Non, mais d'abord, je crois qu'il faut vraiment savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, notre opposition est confrontée à une série de défis. Et je crois que le premier et le plus important en ce qui me concerne, c'est celui de rester unis dans nos efforts, dans les actions que nous menons pour obtenir que cette élection présidentielle puisse avoir lieu. Et je crois que sur ce front, on ne peut que se satisfaire de ce que globalement, nous soyons en train de travailler vraiment en bonne intelligence pour arriver à obtenir cet objectif. Maintenant, bien entendu, une fois que nous avons cette franchise, disons, d'action au niveau des actions qu'il faut mener pour obtenir que l'élection puisse avoir lieu, viendra le moment où nous allons également
je pense, ce qui me semble être une démarche tout à fait normale, rentrer dans la phase de la désignation de celui qui représentera l'opposition. Et donc, de ce point de vue, Moïse Katumbi est allé un peu vite en besogne alors? Bon, écoutez, je crois que c'est quand même difficile d'arriver à synchroniser parfaitement les actions des uns et des autres. Pour le moment, Moïse Katumbi, et il n'y a pas que lui, parce qu'il faut rappeler notamment le fait qu'en ce qui concerne notre compatriote Martin Fayoulou, c'est déjà depuis plusieurs mois que son parti était allé en congrès et l'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Moi-même, j'ai exprimé très clairement des idées allant également dans ce sens. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions garder la sérénité au niveau de l'opposition pour que la bataille la plus importante d'abord que nous menons, celle d'obtenir la tenue de cette élection, puisse se réaliser avec l'efficacité nécessaire. Le moment viendra où on ouvrira évidemment les hostilités sur la question de la représentation de l'opposition à l'élection présidentielle. Et je pense que pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait. Mais cela n'empêche que lui, au niveau du G7 et de l'alternance pour la République, on le présente déjà comme étant candidat commun de l'opposition. Non, je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses. On ne le présente pas comme étant candidat commun de l'opposition. C'est le candidat de ces deux plateformes. D'abord, évidemment, le G7 qu'il a fait en son temps, et puis alors ensuite l'autre plateforme, la seconde, qui vient de se créer et qui a pris la dénomination de Alternance pour la République. Ces deux plateformes qui ont, de ce point de vue, je pense, une dimension électorale claire, ont choisi Moïse Katumbi comme étant leur représentant, éventuellement à le représentant à ce qui va bientôt s'ouvrir, je dirais, la bataille pour la vraie candidature commune. Tout à fait, pour la candidature commune. Et je crois qu'on n'y est pas encore. Mais maintenant, mais il faut vraiment être très très clair là-dessus. Moïse Katumbi aujourd'hui n'est pas le représentant unique de l'opposition à la présidentielle de 2016. Il est celui qui a été désigné par le G7 et le groupe Alternance pour la République. Je suis convaincu qu'au niveau, notamment de la dynamique de l'opposition, nous aussi, bientôt, on se choisira celui qui sera notre porte-étendard. Et là, en ce moment-là, se posera au niveau de l'opposition dans son ensemble la question du choix de celui qui, de façon ultime, sera le porte-étendard de l'opposition à l'élection présidentielle. Alors, vous avez dit dynamique de l'opposition, mais parlez-moi sincèrement. Est-ce que vous n'avez pas été touché, vous, personnellement, à deux niveaux? Parce que les gens qui sont allés soutenir Moïse Katumbi, il y en a qui sont partis de la dynamique. Et je me souviens que je vous ai accompagné à Kinshasa. Vous avez eu des rencontres avec certains des hommes politiques qui sont allés avec Moïse Katumbi. Peut-être que vous escomptiez que ces gens-là soutiendraient votre candidature. Est-ce que vous avez vécu ça comme une trahison? Non, je n'ai jamais évoqué la question de ma propre candidature avec qui que ce soit au niveau de l'opposition. Parce que, vous savez, je suis reparti chez nous, je suis revenu chez nous à Kinshasa en octobre l'année passée. Et en ce moment-là, déjà, j'avais voulu annoncer ma candidature officiellement à l'élection présidentielle. Mais les réalités du terrain étaient telles que la priorité pour tout le monde, pour les uns et les autres, dans un premier temps, c'était d'obtenir que nous puissions avoir cette élection présidentielle. Donc, de sorte que même si nous avons, d'une façon générale, globalement, un peu parlé de ma propre situation en ce qui concerne cette ambition pour briguer la magistrature suprême, on n'avait jamais atteint, disons, l'étape de discussion concrète et spécifique sur comment tout cela allait se gérer. Et de toute façon, moi, en ce qui me concerne, je sais que le moment venu, tout sera remis sur la table. Et nous avons, vous savez, en politique, les choses évoluent beaucoup. Les amis se sont pour le moment exprimés en faveur de Moïse Katumbi. Moi, je continue de rester confiant. Le moment venu, je pense qu'il y a un certain nombre de mutations qui pourront se faire et qui, dans certains cas, pourront se traduire par des appuis directs à ma candidature le moment venu.
Donc depuis octobre jusqu'en ce moment ici, par rapport à votre ambition, on pourrait dire que rien n'a changé. Non, non, pas du tout. Rien n'a changé. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 mai, je crois, si je ne m'abuse. Avant de partir de Kinshasa, il y a une quinzaine de jours, j'ai sorti une tribune intitulée « Pourquoi je veux devenir président de la République », oui. Dans laquelle j'ai rappelé à nos compatriotes ce que sont mes ambitions, ce qui concerne la magistrature suprême dans le cadre de cette élection 2016. Mais surtout, je crois que ce qui est important, dans laquelle je donnais le grandes lignes un peu de la philosophie qui est la mienne. Pourquoi est-ce que je suis en train de chercher à briguer cette magistrature suprême, quelles sont mes motivations et d'une façon générale, dans quel cadre j'inscrirais globalement mon action éventuellement en tant que président de la République. Alors, pendant qu'on y est, la situation politique a fortement évolué. Vous parlez d'élection présidentielle, mais une élection qui devient, il faut le dire, de plus en plus hypothétique. Mais vous, quand on vous entend parler, disons, ceux qui vous suivent, vous avez la conviction qu'il y aura élection, mais mathématiquement, on se rend de plus en plus compte qu'il n'y aura pas élection. À côté, vous êtes contre le dialogue. Et puis, tout récemment, la Cour constitutionnelle a essayé un peu de clarifier, si on s'en tient du moins à ce qui a été dit, l'article 70. Et par rapport à toutes ces matières, Matungulu Mbuyambu pense quoi? Mais très très simplement que l'élection aura lieu, que ceux qui sont de la majorité présidentielle plutôt le veuillent ou non, l'élection présidentielle aura lieu. Et en 2016, en ce qui me concerne, il est important que cette élection présidentielle puisse avoir lieu dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant le terme du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre. Mais si par malheur il s'avère que nous ne sommes pas, ou le gouvernement n'est pas à mesure de réaliser cette élection dans ces délais-là, la Constitution, de mon point de vue, a réglé le reste. C'est-à-dire, très spécifiquement, si à la date du 19 décembre, nous n'avons pas de nouveau président élu, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim du président de la République et a l'obligation, dans un délai maximum ne dépassant pas 120 jours, d'organiser l'élection présidentielle. C'est ce que vous rappelez dans votre tribune, disons dans votre message de tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, il y a la décision de la Cour constitutionnelle qui demande à ce que s'il n'y a pas élection, que le président reste en place jusqu'à ce qu'il y ait élection, si on a bien compris. Je me pose la question de savoir pourquoi on ne devrait pas avoir d'élection. Pourquoi on ne devrait pas avoir cette élection? Ils n'ont pas de moyens, ils vous l'ont dit. Non, non, non. La question des moyens, nous savons aussi que c'est une question qui est évoquée par la majorité présidentielle comme prétexte, précisément pour qu'on ne puisse pas avoir cette élection. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons bien entendu cette question de l'effondrement des coûts des matières premières qui est mise en avant par le gouvernement pour expliquer son incapacité à mobiliser les ressources nécessaires au financement des élections. Et nous savons aussi que aujourd'hui, le gouvernement congolais a un niveau de ponction fiscale de l'ordre de 14%, contre une moyenne africaine de l'ordre peut-être de 24%. Donc très largement en dessous de ce que nous sommes à mesure de mobiliser. Et ceci est expliqué par le fait qu'il y a une très grande partie des ressources qui sont dues à l'État et qui malheureusement retrouvent dans les détournements, dans la corruption et ainsi de suite. Détournements, les résultats de la corruption. Et d'ailleurs, je crois que c'est les lieux ici de rappeler quand même que quand aujourd'hui on parle des Panama Papers, nous avons été cités comme étant un de ces pays, n'est-ce pas, dont les compatriotes ont des ressources importantes qui sont placées dans ces structures bancaires obscures. Donc, et vous vous étonnez également qu'il n'y ait pas de poursuites ou d'enquêtes ouvertes par rapport à cette situation? Non, malheureusement, je ne suis pas tout à fait étonné. C'est un peu dans l'ordre des choses chez nous. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler aux instances judiciaires du pays qu'il y a là matière
certainement à examen de façon sérieuse et approfondie. Donc je dis qu'avec un minimum d'efforts, on doit pouvoir être à mesure de mobiliser des ressources en interne pour organiser cette élection. Et je crois que si nous, en tant que pays, en tant que gouvernement, nous sommes de bonne foi, on doit pouvoir être à mesure également de trouver du côté de la communauté internationale des oreilles attentives et un accompagnement financier conséquent. Alors, vous parlez disons, en cas de non-organisation des élections, d'une transition avec un président intérimaire qui sera le président du Sénat, mais d'autres vous retorqueront que mais le président du Sénat, c'est un président illégitime. Du moment qu'il n'est pas élu, enfin disons il est presque en affaire courante, disons-le comme ça, donc il ne mériterait pas d'être président intérimaire, peut-être penser à une transition où les gens se retrouveraient autour d'une table. Félix Tshisekedi par exemple, pas de mettre la Constitution entre parenthèses. Alors je ne sais pas. Non mais écoutez, moi je ne peux pas me permettre d'aller mettre la Constitution entre parenthèses. Ça, ce serait faire courir un danger de mort, si je peux ainsi m'exprimer, à notre pays et à son avenir. Parce qu'à partir du moment où vous mettez la Constitution entre parenthèses, vous ouvrez toute une série d'autres questions extrêmement difficiles qu'on ne pourrait pas résoudre de façon, disons, avec des paramètres prédéterminés qui sont les paramètres définis au niveau de la loi fondamentale pour départager les uns et les autres. Aujourd'hui, si moi personnellement, je milite pour que le président du Sénat puisse assumer l'intérim du président de la République et à ce titre organise l'élection présidentielle, quel que soit le statut actuel, la situation actuelle du Sénat de chez nous. C'est tout simplement parce que je voudrais rester d'abord pragmatique, je vais être pragmatique, je vais être légaliste et je voudrais rester le plus proche possible de la Constitution. Et puisqu'il faut être pragmatique, il y a un certain nombre de choix, je crois. On est obligé d'opérer et moi je fais le choix de la simplicité en fixant d'abord un certain nombre de priorités et dans le cas d'espèce, la priorité c'est la tenue de l'élection présidentielle et également de législative nationale. Voilà une première priorité, telle étant notre priorité nationale avec les institutions qui sont aujourd'hui en place. Que devrions-nous faire pour rester pragmatique et le plus proche possible de la loi fondamentale? De mon point de vue, ce que nous devions faire, c'est obtenir que le président du Sénat, assumant l'intérim du président de la République, organise cette élection présidentielle pour que le nouveau président de la République, ensuite travaillant avec les autres institutions et en particulier évidemment avec le nouveau Parlement, puisse commencer à résoudre le problème des autres arriérés électoraux que nous allons évidemment malheureusement continuer à avoir sur les mains. Mais face à cela, on sent de plus en plus qu'au niveau de la majorité, c'est toute une autre voie qui est en train d'être empruntée pour le moment. On sent visiblement que voilà, elle n'est pas prête à lâcher le pouvoir et l'opposition est en train d'envisager certaines actions, dont une manifestation qui est donc appelée pour le 26 mai, si je ne me trompe. Donc vous la soutenez, si je comprends très bien. Oui, je soutiens totalement cette manifestation du 26 mai. Et nous savons de toute façon que il y a eu toute une série d'autres initiatives dans ce cadre que nous avons menées au niveau de l'opposition nationale. Rappellerez-vous de l'opération Ville morte du 16 février dernier. Ensuite, le 24 avril, comme vous le savez, nous nous sommes retrouvés en grand meeting d'opposition pour continuer dans le sens de faire entendre la voix de la population sur ce qui est fondamental aujourd'hui, l'organisation de l'élection présidentielle. Le 26 mai, on va aller sous la même lancée et certainement que nous allons pouvoir avoir d'autres actions au-delà du 26 mai avec la finalité, encore une fois de plus, de nous assurer que la voix de la population, la grande majorité de la population congolaise est suivie, elle qui demande que nous puissions avoir cette élection présidentielle. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour rappeler
à nos frères et pourquoi pas nos compatriotes de la majorité présidentielle que nous ne comprenons pas. Personnellement, je ne comprends pas leur acharnement à suivre systématiquement les schémas Mobutu que nous avions tous décriés. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je profite de l'occasion pour donner un conseil à nos frères, à nos compatriotes de la majorité présidentielle. Nous n'avons absolument aucun intérêt en tant que pays à refaire le schéma de Mobutu dont on connaît l'issue malheureuse pour notre pays. Est-ce que vous ne prêchez pas dans un désert? Parce qu'au moment où vous parlez, vous dites que nous sommes le 18 mai, mais hier, 17 mai, Henri Mo-Vassakani, qui est donc le secrétaire général du PPRD, les partis présidentiels, a tenu un meeting où il vous met en garde, vous de l'opposition, parce que pour lui, appeler à des manifestations pour défendre la Constitution, c'est appeler à la violence, c'est chercher la guerre dans ce pays-là. Et il vous met en garde que finalement, les militaires, la police et aussi les soldats de Kabila, dont les militants du PPRD qui qualifient les soldats de Kabila, vous les trouverez sur votre chemin en tout cas. Non, mais moi je voudrais quand même rappeler à notre compatriote Mova, le secrétaire général du PPRD aujourd'hui, que hier, il était dans l'opposition pour défendre l'intégrité des lois de la République face au schéma de Mobutu et des siens à l'époque. Et j'espère pour lui que, comme moi, il a bien appris les leçons de cette expérience Mobutu que nous ne souhaiterions pas voir se répéter dans notre pays. Voilà, merci en tout cas, professeur, de nous avoir accordé ce petit temps. Et certainement, peut-être à Kinshasa, ou si jamais vous avez d'autres occasions, nous ne manquerons pas en tout cas de pouvoir relayer. Nous serons là à votre disposition, comme pour tous les autres, de pouvoir passer votre message. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Donc vous avez vu le professeur Freddy Matungu Mbuyamou Ilankir. Il est donc l'initiateur du parti Congo Nabiso. Eh bien, désormais, c'est vraiment un politicien. C'est comme ça qu'il faudra le considérer, parce qu'il est vraiment dans la politique congolaise. Vous l'avez dit, il a encore l'ambition de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Voilà. Merci à vous tous. Eh bien, ce qui est dit est dit.